Bonjour, je m'appelle Anne de Quinquelin, je dirige la vidéo au Parisien. Donc le Parisien, vous effectivement mieux l'avoir dans le journal, vous voyez à peu près tous à quoi ça ressemble. Quelques chiffres pour commencer, sans non plus trop vous saouler avec ça. Le Parisien, c'est la 4e marque média à date. Au niveau du digital, c'est à peu près 17 millions de visiteurs uniques mois. En termes de vidéos, c'est 8 millions de vidéos vues, sites et mobiles. Et au niveau de Facebook, on est à peu près à 44 millions de vidéos vues par mois. Alors après, on pourra discuter ce qu'est une vue Facebook en vidéo ou une vue Dailymotion. Mais on va essayer de rentrer dans le concret. Donc ça, vous voyez, le chantier, c'est les nouveaux locaux du Parisien et des Échos, puisqu'on a déménagé, on a quitté Saint-Ouen au mois de septembre. Et en même temps, je trouvais que c'était assez représentatif de vidéos mobiles et sociales, parce que clairement, c'est un énorme chantier. Donc quelques chiffres pour commencer. Ça fait 2 ans, en gros, que les choses bougent réellement. On va juste faire un petit saut dans les années passées. 2015, lancement de Periscope, lancement de Facebook Live, ce début de sensitivité réelle, de se dire comment est-ce qu'on fait passer des médias traditionnels à une sensitivité vidéo. Alors on était déjà tous plus ou moins producteurs de contenu vidéo. L'accélération des usages, la facilité des outils a permis à des médias plus traditionnels, plus classiques, de s'essayer et d'essayer d'inventer des nouveaux formats. Cette accélération, on la retrouve bien évidemment en 2016 avec Snapchat, qui vient chercher des éditeurs français dans Discover. On la retrouve également avec Instagram en 2017, qui va dans cette logique de live. Pourquoi est-ce que c'est facile de créer ces contenus et de faire de la vidéo et du social? Facilité d'outils, facilité de prise en main, plus besoin d'une énorme bêta cam et d'un car satellite pour diffuser ces images, que ce soit en live ou en no live. Donc une possibilité pour tout le monde, mine de rien, de créer facilement du contenu. Et puis, ce qui épate les médias, c'est d'un coup une possibilité, on en a parlé sur Brut et Laurent en a également parlé, tout de suite énormément de vues. Enfin, 2-3 chiffres, quand on regarde à date, 10 milliards de vues jour, de vues jour sur Snapchat, 8 milliards de vues sur Facebook, 4 milliards de vues sur YouTube, un truc énorme. Et quelque chose de nouveau, au-delà de cette capacité à faire énormément de vues, de l'interaction, de la sensitivité et le véritable intérêt des lecteurs digitaux, payants ou pas payants, actifs. On arrête d'être dans la logique de ça part du journaliste et ça va vers l'internaute. Il y a une vraie capacité à développer un langage commun. Ce que les marques d'ailleurs, marques de luxe entre autres, ont très très bien compris, peut-être plus rapidement que les médias. C'est-à-dire que d'un coup, on touche les gens pour de vrai et on peut vraiment échanger avec eux. Quelques chiffres encore pour continuer. Une super étude qui a été lancée qui est sortie chez Zénith au mois de juillet, 47 minutes, qui est le temps passé à date par les internautes sur la consommation vidéo, et une consommation vidéo qui se fait de plus en plus, bien évidemment, sur mobile et sur tablette. Pourquoi ? La 4G, bien évidemment. Encore une fois, facilité de l'outil, d'avoir de l'information dans sa poche. Facebook, qui vous propose dans vos feeds continuellement de la vidéo. Et encore une fois, ce côté, je peux créer du contenu, c'est facile. C'est évident, vous faites tous des vidéos, vous faites tous du périscope, enfin, tout du moins, vous savez tous appuyer sur un bouton pour lancer une vidéo. Du coup, des régies également qui se disent la vidéo, c'est cool, c'est super monétisable, c'est beaucoup plus sexy, on peut mettre du pré-roll, du post-roll. On peut faire autre chose aussi. Donc, encore une fois, que des intérêts pour les médias à y aller. Et en même temps, cette question qui se pose, qu'est-ce qu'on devient quand on devient tous créateurs de contenu? Quelle est la position qu'un média peut adopter quand tout le monde est capable d'aller filmer une manif? Il est où l'intérêt du média et surtout, où est son avantage? Alors je vous ai mis cette petite campagne. Je ne suis pas une meuf très branding, mais je trouvais que ça c'était plutôt pas mal parce que le Et vous dans tout ça, qui est la nouvelle campagne de pub du Parisien, représentait assez bien cette espèce de big bang des valeurs éditoriales et de la position d'un média classique comme le Parisien dans cette capacité à se dire nous aussi on a des choses à raconter en mobile, nous aussi on a des choses à raconter en social et on peut le faire bien. Mais ce qui est quand même super problématique pour un média, encore une fois, dit traditionnel, c'est que quand tout le monde est capable entre guillemets, de faire son job, c'est-à-dire de diffuser une vidéo, sans forcément vérifier son information. Comment on s'y pose? Quel est le point de vue de l'éditeur? Quel est le point de vue de la régie? Et quel est le point de vue de la direction? Donc pour préparer ce slide et ces slides, je me suis rappelé de cette petite phrase que j'avais vue sur Instagram, « Beyoncé wasn't built in a day », qu'on peut adapter à Rome aussi, mais c'est mon côté fille, moi j'aime bien Beyoncé. Parce qu'encore une fois, il y a eu le succès de Brut a engendré un truc génial dans les rédactions, c'est que tout le monde s'est dit on va faire du Brut, c'est génial.
je sais, il y a des journalistes dans la salle où je suis toute seule. Je suis toute seule, c'est pas grave. Essayez juste une fois d'aller voir un directeur de rédaction en disant, tu sais quoi, j'ai une super idée, on va faire un format vertical, on va effectivement récupérer des images hyper clean, et au lieu d'être dans un ton print, on va jouer avec des gros caractères, des mots en couleur et une petite musique pertinente. Essayez juste pour rire. En général, on vous regarde bizarrement en disant « tu es mignonne ». Mais, by the way, la problématique, c'est que c'est un nouvel usage, ce sont des nouveaux internautes, ce sont effectivement des gens qui consomment les médias de manière tradie et le Parisien au café le matin avec une clope ou pas, mais qui ne s'attendent pas forcément et qui n'ont pas forcément envie de retrouver sur leurs feeds sociaux, que ce soit Instagram, Periscope, Facebook, Twitter, leur journal du jour. Et ça, cette espèce de torsion de se dire on a la meilleure matière éditoriale du monde, elle est vérifiée, elle est pertinente, mais bon, on ne va pas se faire suer, on va lui donner exactement la même apparence sur les réseaux sociaux, et la problématique des médias traditionnels, parce que le fait d'aller sur ces médias-là nous oblige à scénariser et à storyteller ce qu'on fait. Et d'un coup, comme je viens de mettre 2 mots et 2 anglicismes dans une phrase, en général, dans une rédaction, ça plisse un peu le nez en disant « hein, pourquoi ?» Et surtout, quand vous dites, bon ben voilà, on va prendre de la matière éditoriale et on va la mettre en audience déportée, on va aller toucher un nouveau public, on va raconter des histoires, juste faire notre métier de journaliste, en fait, en restant objectif, mais en y mettant les formes, ça donne ça. Donc ça, c'est les verbatims qu'on entend quand on se dit on va faire de la vidéo sociale. Donc en général, vous avez des services principaux qui agissent, la rédaction, la régie et la direction. Donc il faut faire de l'audience, il faut faire de la vue, du trafic, de l'inventaire, il faut être partout. Alors j'ai mis il faut faire comme brut parce que j'avoue que j'entends beaucoup en ce moment au Parisien. Je vous ai laissé aussi le format vertical ne sert à rien parce que je l'ai entendu il y a 2 jours en réunion. J'aurais pu le tweeter parce que j'ai un petit moment de what. Il faut être partout, il faut être mobile first. Bref, tout le monde veut tout. Tout le monde dit qu'il faut tout faire et en général, c'est le meilleur moyen pour ne rien faire et c'est le meilleur moyen pour les créateurs de contenu que nous sommes en tant que journalistes, on va dire à la base papier ou digitaux. C'est le meilleur moment de dire sérieusement ? Sérieusement, vous voulez qu'on aille sur le social, mais vous ne voulez toucher à rien. Donc en gros, on prend l'article du jour et on le copie-colle. Est-ce que vous êtes vraiment bien sûr que c'est ça que les internautes ont envie de voir et que c'est ça que les internautes ont envie de consommer ? La chose qui est parfois oubliée par les médias, c'est ce côté sensitif du digital, et encore plus du réseau social. On parlait tout à l'heure de bienveillance de cette nouvelle génération, et de ces générations qui consomment le contenu par ce biais, elle est réelle, elle est sincère et elle est mesurable. Le simple fait de prendre le temps de répondre à sa communauté quand on est un média est une valeur de cœur, mais est également une valeur logique en termes d'éditorial. Est-ce que vous connaissez Andy Raconte ? Parce qu'il y en a qui sont sur YouTube. Andy, ça vous parle ? Andy Raconte, il y a 2 ans, a sorti cette vidéo géniale qui s'appelle « Si les réseaux sociaux étaient des individus » et qui, je trouve, résume bien cette problématique de stratégie quand on veut aller sur différents réseaux et qu'on est un média classique. Donc là, je vous ai fait 4 captures avec Snapchat, Instagram, Facebook et Twitter. Cette fille, qui est assez incroyable, a compris en une vidéo, parce que les médias ont parfois un petit peu de mal à comprendre, à savoir que selon l'endroit où vous communiquez, vous avez besoin de vous adapter et que ce n'est pas votre internaute qui va s'adapter à vous. Dit comme ça, c'est évident, c'est juste du bon sens, mais dans les faits, vous n'attendez pas la même consommation d'informations sur Facebook ou sur Twitter. Vous n'avez pas envie de voir la même chose que vous soyez sur Snapchat ou sur Instagram. Et cette gymnastique permanente, qu'en tant qu'internaute lambda vous faites, les médias ont un peu plus de mal à y aller parce qu'encore une fois, ils ont l'impression que ce n'est pas chez eux. En gros, c'est une audience déportée, donc ce n'est pas l'écosystème du site, ce n'est pas l'écosystème de l'appli. Et c'est vrai que l'incapacité qu'on a à date de vraiment accumuler nos audiences ne nous aide pas dans ce sens-là. Mais au-delà de tout ça, il y a parfois une incompréhension à se dire mais pourquoi est-ce que j'irais mettre un contenu sur Facebook et pourquoi est-ce que je prendrais le temps de le retravailler ? Parce qu'encore une fois, quand on est un média, et le premier truc qu'on vous apprend en école de journalisme, c'est écrire pour être lu. Comme on produit de la vidéo pour être vu. Prendre son contenu de base et le balancer sans réflexion, sans sensitivité, c'est dur à dire sans sensitivité, essayez, c'est pas facile, n'a aucun intérêt. Et encore une fois, l'économie dans les médias à date étant quand même largement problématique, on a tous des problématiques de monétisation, on a vraiment intérêt, quitte à aller sur du social, à avoir des formats pertinents. Donc plutôt que de vous faire de la présentation et vous mettre des vidéos à chaque fois, j'ai juste réfléchi à ce que concrètement en tant qu'internaute, on avait envie de voir et concrètement en tant que média, ce qu'on était capable de faire. J'ai entendu tout à l'heure dire il faut oser, et il faut y aller, il ne faut pas avoir peur d'échouer.
Ouais, je suis bien d'accord avec vous, mais au-delà de ça, d'abord trouver son ancrage. Quand on est un média, quand vous regardez, quand vous consommez l'information en vidéo sur les réseaux sociaux, assez rapidement, vous apercevez qu'on retrouve toujours les mêmes choses. Toujours les mêmes images d'agence, logique, vérification d'informations, mais souvent traitées de la même manière. Or concrètement, je me dis, quand on est un internaute, qu'on a envie de consommer du contenu sur Le Monde, Le Figaro, Le Parisien, l'Obs, qui vous voulez, vous y allez pour une seule raison, l'ancrage du média. Le fait de faire tous pareil, ce qui est un petit peu notre problématique à tous en ce moment, fait qu'on a tendance en fait à dénigrer, à dévaloriser notre valeur éditoriale. Le Parisien a la chance d'avoir une énorme rédaction, c'est plus de 300 cartes de presse, et je peux vous dire qu'à date, c'est plutôt rare. Il y a une façon de traiter l'information, il y a un ton, il y a une vérification journalistique, et clairement, c'est ce qui va permettre à des médias anciens comme nous, le Parisien, c'est quand même plus de 70 ans d'histoire, de s'imposer, de trouver son ton, et d'avoir cette capacité à se dire, ok, on va sur les réseaux sociaux, on vérifie notre info, on a cette capacité à apporter la meilleure info au meilleur moment, à ne pas tomber dans la problématique du fake news parce que tout est vérifié, et à aussi imposer notre chance. Je pense que les médias en général, et le Parisien en particulier, ont un gros souci, pas du tout de crédibilité, mais de ne pas oser faire le pas. Encore une fois, quand on s'appelle le Parisien, qu'on a en ancrage, il est davantage, et clairement de par son histoire print, le fait de se dire, ok, on a déjà fait un premier pas vers le numérique, maintenant on va faire un pas vers le social, touchy. Non, en fait, l'ancrage de ce qu'on est, c'est le meilleur moyen de toucher de manière sincère, juste et pertinente son audience. Et effectivement, c'est une nouvelle audience. Ceux qui font ça extrêmement bien, avec une vraie légèreté, c'est Agi+. Brut, on a parlé tout à l'heure. Je suis ravie de voir qu'on a les mêmes références. Agi+ a lancé un média effectivement ultra social, avec une vraie réflexion de se dire, je travaille avec des journalistes, je vérifie mon info, je lui donne un esthétisme, je lui donne une certaine vision et je reste dans ce que je suis. Le jour où les médias auront cette capacité de se dire, mon ancrage c'est ça, je n'en bouge pas, mais je le décline, je pense qu'il y aura une aisance beaucoup plus réelle à y aller. Et puis aussi, arrêter d'avoir peur. Arrêter d'avoir peur dans les médias, c'est un truc qu'on a un petit peu de mal à faire, surtout en ce moment. Mais encore une fois, c'est le meilleur moyen d'aller chercher les gens, c'est le meilleur moyen d'être identifié. Et je pense qu'en tant que média, on a tout intérêt, encore une fois, à rester sur ce qu'on est et à bien faire ce qu'on fait et à le dire aussi. Autre évidence, mais c'est toujours bon de se le rappeler, pourquoi est-ce qu'on produit? Alors en général, quand on est journaliste, on produit pour donner de l'info, on produit pour générer des échanges. À côté de ça, on apprend beaucoup en ce moment sur le digital à produire pour échanger avec ceux qui nous lisent. Encore une fois, il n'y a plus tellement de courrier des lecteurs dans les médias. L'expérience qu'on a eue au Parisien, et notamment avec les lives, nous a permis de déterminer assez rapidement, en échangeant avec la communauté de Facebook du Parisien, c'est quasiment 3,5 millions de personnes. Ça nous a permis de créer avec notre communauté des formats. À partir du moment où vous êtes capable de créer des formats pour les gens qui vous lisent, votre reach s'améliore, votre trafic s'améliore, vos vues s'améliorent, et c'est quand même juste génial de pouvoir se dire, ok, je pars du contenu et des réactions de mes internautes et j'adapte mon contenu à ce qu'on est. Encore une fois, c'est juste une légère torsion de la manière dont on travaille, mais ça nous permet encore une fois de créer le bon contenu au bon endroit et d'être pertinent par rapport à nos audiences. Aller sur le social, encore une fois, pour décliner ce que vous faites en print ou sur votre site, n'a aucun intérêt. Être lecteur first, c'est pour encore une fois prolonger cette expérience. On a encore trop tendance à se dire, ça part d'une rédaction qui a une certaine vision de ce qu'elle fait, mais pas cette sensibilité liée à l'outil et pas cette sensibilité liée à l'esthétisme des contenus. C'est assez parfois compliqué d'expliquer à un journaliste, ton papier est génial, mais en fait, on va le retravailler de cette manière. On a l'impression qu'on lui arrache sa matière éditoriale et qu'on en fait quelque chose de différent. Non, en fait, c'est le même job, c'est avec les mêmes mots, mais c'est juste un rendu différent. Et toute cette nuance très sensible n'est pas forcément évidente à expliquer, mais on y arrive. Et le fait de dire, regarde, ton papier, tu vois, il était génial. On en a potentiellement extrait la substantifique moelle, on l'a passé en vidéo, ça a régénéré du commentaire, donc ce serait bien que tu viennes répondre à l'internaute avec une logique de questions-réponses, faire un Facebook Live avec nous ou aller faire des réponses sur Periscope. Ça nous permet de créer ce lien sensible de confiance qu'on a tendance à relativement perdre avec les médias. Je vous invite à aller regarder certains commentaires sur Twitter, c'est assez flippant. Acter des KPI, pourquoi? C'est toujours compliqué, on parlait tout à l'heure des relations régie-éditeur. Il ne faut pas être schizophrène. Demander à une régie de vendre 1 milliard d'inventaires quand on est capable de sortir 10 à 15 millions de vidéos vues par mois, bon, ok, très bien, mais qu'est-ce qu'on propose d'autre? Moi, il y a des KPI au niveau de la vidéo, du social, auxquels je crois beaucoup. C'est cette capacité, au-delà de créer du lien, à garder les gens dans nos écosystèmes. Que ce soit un écosystème site, un écosystème mobile, un écosystème Facebook, on s'en fout.
de les garder dans l'univers de la marque. Vous pouvez acheter de la vue, vous pouvez acheter du trafic, vous ne pouvez pas acheter l'attention des gens qui vous regardent. Et cette valeur de l'attention, pour moi, c'est un KPI à travailler de manière réelle et encore plus sur le social, parce que c'est cette capacité à dire, alors toi, Isabelle, 25, qui est en train de consommer une vidéo, bah non seulement tu l'as regardée jusqu'au bout, tu as interagi, tu l'as partagée, tu l'as liké, tu as laissé un commentaire, merci. Valorisez ceux qui vous soutiennent, que ce soit en gratuit ou en payant. Valorisez ceux qui laissent des commentaires. Cette culture de la communauté, elle est essentielle, encore plus en tant que média. Quand le Parisien prend le temps, alors je parle beaucoup du Parisien, mais parce qu'on se bat beaucoup pour que les gens le fassent, quand les journalistes du Parisien, par exemple Print, je pense au service sport avec qui on fait une émission PSG, prennent le temps de faire un question-réponse en Facebook Live par rapport à une grille de match ou une composition d'équipe, c'est cool parce qu'ils sont dans leur métier, l'information est vérifiée, mais on propose un format social au bon endroit et on crée un lien avec notre communauté. Et au final, le plus joli des compliments qu'on puisse avoir en tant que journaliste, c'est juste des gens qui vous disent merci d'avoir pris le temps de me lire. Alors après, ils n'iront pas forcément acheter le journal, mais au-delà de ça, on a réussi à passer un premier cap. Valoriser la tech, je suis une fervente partisane de la technologie dans les médias et du média qui investit dans la tech. Pourquoi ? Parce qu'on peut mettre ces contenus... J'aime bien la pression qu'il met discrètement. Attends, je m'assieds. C'était très bien fait. Non, j'avoue. Un média qui veut aller loin, un média qui ne veut pas être que Facebook-centrique, Twitter-centrique, a tout intérêt à investir sur la capacité à garder les gens chez lui. Et en général, ça passe par un player pertinent, ça passe par la place de la vidéo de manière pertinente, la place des réseaux sociaux et l'identification des journalistes en social au bon endroit. Et en général, c'est pas forcément là que les médias mettent leurs billes. On investit souvent dans une rédaction, souvent dans des journalistes. On a cette chance-là. Investissons de manière concrète dans la tech, de manière, encore une fois, à être capable d'analyser nos audiences comme des grands et de communiquer dessus. Encore une fois, les marques, en général, le font très bien. Il y a une certaine timidité des médias à aller là-dessus. Assumer les expériences. J'ai l'impression de parler super vite, c'est horrible. Assumer les oui, je parle vite. Hein. Ah non, mais je sens que tu me mets la pression en plus. Ouais. Assumer les expériences. La culture du test and learn dans les médias est toujours très étonnante. Moi, je viens d'un pure player. En gros, quand on voulait lancer un nouveau projet, on avait 3 semaines. On réfléchissait, on lançait le projet, on mettait la tech en place, on testait, ça marchait, c'était cool, ça marchait pas, c'était pas grave. Mais en gros, on avait 3 semaines de temps de développement. Mais on apprenait, réellement. Et ça nous permettait de nous dire, ok, ça c'est cool, on y va. Derrière, on peut monétiser, oui, non. Derrière, on peut l'exploiter à l'international, oui, non. Je suis toujours très étonnée de voir cette timidité des médias à se dire, eh ben, on va oser se planter, ou au contraire, on va oser réussir. Encore une fois, quand on va sur des nouveaux supports sociaux, quand on va sur un média aussi sensitif que la vidéo, arrêtons d'avoir la trouille, arrêtons de nous interdire d'oser parce qu'on s'appelle Le Monde, Le Parisien, Le Figaro. Nos audiences sociales n'ont rien à voir avec nos audiences sites et nos audiences sites n'ont rien à voir avec nos lectorats tradis. Faire la boucle de tous ces univers n'est pas forcément évident, mais encore une fois, c'est dans notre ancrage et dans notre devoir d'aller, encore une fois, apporter la meilleure info au meilleur endroit, avec le meilleur contenu. On n'a pas de problématique journalistique de vérification d'informations, on a juste une problématique de modestie ou de peur de mal faire.